Surtout qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui est dans l'ombre parce que peu de fans, peu de cinéphiles le connaissent. Il est rentré chez ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, en 1980 sur Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il est rentré comme simple magnétiste parce que c'était un artiste. Et puis, 5 ans plus tard, il est devenu responsable du département maquette et des créatures. Et puis, surtout, dès les années 90, c'était à lui que revenait la tâche de gérer tout le passage en numérique chez ILM. Et jusqu'en 2005, ça a été l'homme, le numéro 2 d'ILM, et qui a géré toutes les productions et tout le passage en numérique. Voilà, je vous demande d'accueillir Monsieur Jeff Mann. Accompagné de Robert Wolfenstein, notre traducteur. Bonjour. Alors voilà, on vous a préparé un petit PowerPoint, mais les photos vont défiler, n'auront pas forcément un rapport avec tout ce qu'on va dire. Là, vous avez notre ami Jeff avec Darkvador chez ILM. Alors vous allez voir des vieilles photos de Jeff, et à l'époque, vous allez voir, il a une grosse tignasse, c'est une grosse barbe noire, vous n'allez pas le reconnaître, mais voilà. Ok. Jeff, alors, je vais poser les questions en français, notre traducteur va traduire en même temps pour Jeff toutes mes questions. Alors, comment êtes-vous entré chez ILM? I started to work at ILM a long time ago. As you can see, I had a big beard and long hair in some of the slides, and I was an artist, like many of you, and I did my own artwork. And George Lucas had moved, he had just decided to move his operation from Los Angeles up to San Francisco. And that's where my studio, where my art studio was in San Francisco. And in Los Angeles, there's a lot of talent, film talent that knows how to do what they do. In San Francisco, there weren't hardly anybody that knew how to do what George needed. So there was a big search going on, and I was part of that. They came to my studio, they looked at my work, and I had done a lot of different things. I was a painter, I had built cameras, I had built boats, and all kinds of things. And the man from ILM came, looked around and said, "Would you like a job?" And I said, "Starving artist, a job? Yeah, I'll take that." So that's, I'll give you a chance to catch up. Bonjour, oui, effectivement, alors je suis venu à ILM il y a très longtemps de cela. À l'époque, effectivement, comme vous avez vu sur les diapos, j'avais des cheveux longs, une barbe et tout le tralala. J'étais un jeune artiste à l'époque, un peu comme vous autres d'ailleurs, et je faisais donc mon propre travail en tant qu'artiste. C'était l'époque où George Lucas avait décidé de déménager ses opérations de Los Angeles où il était situé pour aller s'installer autour de San Francisco, et c'était justement là que j'avais mon atelier, c'est là que je faisais tout mon travail artistique. Alors il se trouve qu'à Los Angeles, il y a pléthore d'artistes dans le monde du cinéma, bien entendu. Il y a des gens, des talents de toutes sortes qui font ce qui est nécessaire, ce qui est attendu dans l'industrie, mais c'est pas le cas à San Francisco, justement, où au contraire, il y a une véritable pénurie. Et en tout cas, il n'y a pas les artistes ou la main-d'œuvre qu'il fallait pour les besoins de George Lucas. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette chasse à l'homme lorsqu'on a essayé de trouver des talents comme moi. J'étais un petit peu dans la boucle. Et c'est ainsi que l'équipe de Lucas est venue à mon atelier, ils ont vu ce que je faisais. J'avais fait quand même pas mal de choses. J'étais peintre, j'avais construit des caméras, j'avais construit des bateaux, enfin toutes sortes de choses. Et donc, le type d'ILM est venu chez moi, il a vu ce que je faisais, et puis il a dit, ça te dirait d'avoir un job? Alors je dis, bah moi, artiste qui galère, ouais, ça me paraît une bonne idée, ok, je prends. Alors. Bon Jeff, on va rentrer dans le vif du sujet. L'Empire contre-attaque, donc qui a été finalement le premier Star Wars sur lequel vous étiez chez ILM.
Quelle a été finalement quelle a été la plus grande problématique sur ce film? I would say, from an artistic challenge, the biggest problem was doing the big at walkers, because you had to have these enormous backings to get the scale correct. Because we already had the spaceships, and we already had some of the technology from the first Star Wars to be able to shoot those spaceships, but the snow walkers, as I call them, AT-AT walkers, we had to use this material called microballoons. I don't know if you know what those are. They're used for, they're very bad for your health, actually. That was the biggest problem. They're little tiny glass balls that they use, and we built snow with them. And at the time, we didn't realize how unhealthy they are, because those little glass balls go into your lungs and they don't ever come out. They go deeper and deeper and deeper, and then you die. So I may die any minute up here. But I'd say that was probably staging all of those various effects for the Snowwalker scene was the most challenging. I mean, all of it was challenging because we had a studio that we had to build everything. It didn't exist. Photoshop didn't exist. Computers didn't exist. We had to build all our own cameras because we composited everything. We shot everything on film, and then we had to optically composite all of those various levels together. So, for instance, a spaceship flying through space you had to do 8 or 10 passes of that ship, and then back it up, shoot it again. So you'd have like a color pass, and then you'd have a matte pass to get the shape of it, and then you'd have a light pass for its engines, which were projector lamps, which had a big f-stop. You know, it was a much different f-stop than a little tiny running light. So all of those different passes had to be combined together. And that was part of my job, is figuring out the technology to make all of these various departments work. And when I say all these various departments, there was only 60 people there when I was there. So it wasn't a huge crew. La plus grande difficulté, en tout cas la problématique d'un point de vue artistique sur l'Empire contre-attaque, c'était ce que j'appelle les slow walkers, ces scènes qui faisaient intervenir justement une imitation de texture de neige en quelque sorte. Et il y avait un problème d'échelle également à réaliser, parce que nous avons déjà les vaisseaux spatiaux, bon ça on avait pu reprendre un petit peu la technologie du premier Star Wars pour ça, mais pour ces slow walkers justement, on a trouvé une technique finalement qui était assez astucieuse pour retrouver la granulométrie de cet effet neige avec ce que j'appelle des micro-billes. Alors c'est des choses qui sont extrêmement malsaines, à propos on a découvert plus tard que c'était très mauvais pour la santé. Enfin bon, c'est des petites micro-billes en verre dont l'accumulation forme un nuage qui s'apparente justement à de la neige. Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais ce qui est certain, c'est que on ne connaissait pas à l'époque les effets nuisibles sur la santé de ces petites particules. Mais le problème, c'est que quand on est sur le plateau avec ça, on les respire, elles rentrent dans les poumons, elles s'enfoncent peu à peu jusqu'à ce qu'on meure. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est la raison pour laquelle je pourrais d'ailleurs justement disparaître devant vous là, à n'importe quand, à cause de tout ce que j'ai respiré à l'époque. Pour autant, donc, on a étudié, on a trouvé cet effet. Et puis, il y avait d'autres problématiques à réaliser, c'est-à-dire qu'on devait reconstruire tous les effets de manière à peu près artisanale. Hein. Nous avions un studio, mais il fallait tout construire. Il n'y avait pas à l'époque de Photoshop, d'ordinateur. Enfin, il fallait construire absolument tous nos propres caméras également. Et il fallait également composer
les différents passages de la même scène sur le support final, c'est-à-dire qu'on filmait une scène une fois, mais ensuite il fallait pouvoir la composer à différents niveaux pour pouvoir avoir l'image, le rendu définitif. Alors par exemple, on voit un vaisseau spatial traverser l'espace, c'est très bien, mais il fallait avoir 10 passages de cette même scène qui étaient reprises pour pouvoir superposer les différents effets recherchés. Donc il y avait un passage pour la couleur, un passage donc pour essayer de trouver une espèce de cartographie de la scène pour retrouver les effets spéciaux du moteur, un autre pour retrouver la forme du vaisseau sur le background, enfin sur le fond de l'espace. Il y avait le problème des moteurs qui devaient émettre une certaine lumière particulière. Alors on a une technologie qui s'appelait les f-stop, qui étaient des petits éclairages qu'on pouvait utiliser sur des maquettes, mais là c'était autre chose qu'il fallait employer, quelque chose de plus lumineux pour faire l'effet des lumières qui sortaient des moteurs. Enfin, tout ça c'était assez compliqué et il fallait combiner ensuite toutes ces prises, en quelque sorte, ces passages superposés de la même image pour avoir donc le rendu final définitif. Et ça c'était mon job, de combiner ces différents... le travail est coordonné, le travail de différentes équipes, les différents services de différentes directions de la maison. J'ai différentes directions, il y avait 60 personnes en tout, c'était pas une très grosse équipe, mais enfin, il fallait coordonner tout ça. Après l'Empire contre-attaque, je crois que George Lucas a demandé aux équipes d'ILM de se séparer en plusieurs départements, je crois 3 départements, et d'aller commencer à démarcher Hollywood pour faire les effets spéciaux, et c'est ainsi que vous avez travaillé sur Star Trek 2, Poltergeist, E.T. Comment finalement le fait d'avoir splitté en plusieurs départements ILM a été une influence pour la suite de la société, et notamment sur le Retour du Jedi? When Empire and Raiders of the Lost Ark and Dragon's Lair were finished, George took a break, and he basically said to us, you have all the tools you need to have a business. I'm going to go build my ranch. I'm going to write Return of the Jedi, and I'm going to do some other things. So you guys are on your own and figure it out. And in those days there weren't a lot of companies doing that sort of work at a very high level, and we had a pretty good reputation for doing high level work. We just didn't have any clients. So we went out and we went to Paramount Studios and we got Star Trek II, which was a great film. I worked on that. And we went out and we went to Steven Spielberg, and he had E.T., which was a great film for us. And then Spielberg also had another film called Poltergeist, which was more of a horror film, and he hired a guy named Tobe Hooper to direct it, but Tobe didn't really direct it. Spielberg directed it, and what happened is we had this crew of about maybe 100 people at that point, and our facility started growing because the number of shows and the number of people we had, and what happened is we decided we needed to split our crews up into different genres. So there was, we basically laid all the cards on the table and gave this stack to this person, this stack to this person, and this stack to this person. So each crew got their own script and their own show and ran it like their own. And it enabled us to have 3 companies within one that could do their own show, start to finish. And it was a precursor of us being able to do, first we did 3, and all of a sudden we were doing, 10 years later we were doing 20 shows at once. And not some were starting, some were finishing, some were in the middle, but it really helped us to kind of break up the company in a way and afford opportunities to different people that might not have gotten them, and allowed people to grow within those different shows.
Puis effectivement, après l'Empire contre-attaque et les aventuriers de l'Arche perdue, George Lucas a décidé de faire un break, de faire une pause dans sa carrière et s'est dit voilà, je vous laisse, vous avez tous les outils à votre disposition, vous pouvez travailler avec ça, vous savez comment vous en servir. Moi, je me retire dans mon rang, je vais construire ma ferme, pendant ce temps-là, je vais écrire le retour du Jedi, et puis vous, débrouillez-vous, hein, vous avez les outils qu'il vous faut, débrouillez-vous. Bon, effectivement, on s'est débrouillé. Alors, il faut dire que même dans l'industrie, il n'y avait pas beaucoup de sociétés comme la nôtre qui étaient capables de rendre ces effets spéciaux à un très haut niveau de qualité. On avait une excellente réputation, c'est certain, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de clients. Alors, effectivement, il a fallu démarcher un petit peu. On est allé voir Paramount, on les a démarchés, on a emporté le contrat pour faire les effets sur Star Trek 2, comme vous l'avez dit. Ensuite, on est allé voir Spielberg, qui avait deux projets. Il y a E.T. Pour nous, c'était un très très bon film, enfin ça a été un excellent, un très très bon projet. Il a également travaillé sur Poltergeist. Alors Poltergeist, c'est un film d'horreur un petit peu. Il avait confié la réalisation à un type qui s'appelle Toby Hooper, mais Toby n'a pas vraiment voulu, enfin c'est pas vraiment lui qui a réalisé, c'était Spielberg lui-même. Enfin bon, on a travaillé sur ces trois projets. Et puis, effectivement, ça a commencé à faire rentrer du business. On avait déjà une centaine de gars qui travaillaient avec nous. On a dû agrandir un peu nos installations parce que bon, on commençait à travailler sur plusieurs films à la fois. Il y avait plus d'équipes qui travaillaient en même temps. Et donc, c'était l'idée qui était venue de scinder en quelque sorte la maison selon, disons, des activités différentes. Alors, c'est un peu comme si on avait un jeu de cartes et puis on avait coupé le jeu et chacun avait pris un tiers des cartes et se débrouillait avec ça. Mais ça voulait dire que chaque équipe en fait travaillait sur un projet de A à Z. Il avait le scénario, tout le projet, quoi. Il se l'appropriait sans passer par les autres. Et c'est comme ça que on avait pu travailler sur trois films en même temps. Et c'était le début justement de l'élargissement de notre activité, parce que cette fois-là, donc cette année-là, on était sur trois films à la fois, puis 10 ans plus tard, on travaillait sur 20 films, sur 20 projets simultanément. Alors ça ne veut pas dire qu'on les suivait de A jusqu'à Z. Il y en a qui arrivaient, qui étaient déjà en cours, d'autres effectivement qu'on prenait dès le départ, d'autres qui étaient pratiquement terminés. Mais enfin, quand même, on travaillait sur des tas de projets en même temps. Et cette division de la maison en différents métiers, en différents, disons, départements, ça a permis à pas mal de gens d'évoluer dans leur carrière, de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire autrement s'ils n'avaient pas pu être impliqués donc jusqu'au bout dans certains projets qu'on a pu faire grâce à cette nouvelle structure. I would just like to say it didn't make it easier to do 3 different shows at once. It made it harder because we had to have 3 times the crew, and everybody wanted the same equipment and everybody wanted certain people, so the company just grew like crazy. It grew like crazy, and that caused us to have to lease buildings, find artists, and it was a great time of growth and opportunity for people. And il faut quand même préciser, c'est pas parce qu'on était divisé en 3 qu'on pouvait faire 3 fois plus de choses avec le même nombre de personnes. Il a fallu, on ne pouvait pas se subdiviser comme ça, parce que tout le monde voulait bien sûr travailler sur avec le même matos, avec les mêmes talents. Enfin bon, finalement, on était un peu obligé d'aller chercher d'autres talents, d'autres matériels pour pouvoir accepter de travailler sur ces 3 projets en même temps. Donc c'était pas plus facile. Le fait de se diviser, ça nous a, dans un premier temps, rendu la tâche plus difficile, mais en même temps, c'était génial, parce que grâce à ça, avec l'arrivée de nouveaux projets, on connaissait une croissance absolument fabuleuse. Il fallait aller louer de nouveaux bâtiments, de nouvelles installations, trouver de nouveaux artistes. Enfin, c'était vraiment une période passionnante. Jet a travaillé notamment là, sur la maquette de l'Amiral Akbar. Je voudrais qu'il explique un peu aux gens en quoi consistait son travail et jusqu'où il allait pour accompagner les maquettes. The way the process worked for us is George had two fabulous art directors, and he would give us a sketch, and it would be not more than that, and he would say, "I kind of like it to look like this," and so we would
we would make a small maquette, and he would look at it, it'd be about that big, and he'd go, he had a stamp, and he'd stamp, okay. And so then or NG, no good. And so then once you had George's stamp of okay, he didn't come back. He'd come back. We have to design the whole armature that would hold it up, all the electronics, a way to shoot it, the paint job. He sort of let us on our own. He'd come back every once in a while and he'd go, oh, that looks pretty good, you know, okay. Or, nah, I don't like that. But he wasn't very, it wasn't very involved in the detail. He just let us make those decisions because he was writing and he was more involved with the story, and he figured we would do a better job of what we were doing and let him do his job. Oui, alors on était très impliqués pratiquement de A à Z. La façon dont ça commençait au départ, c'est que George avait pour lui deux excellents directeurs artistiques. Il arrivait, il faisait un petit croquis qui tenait sur une page A4, pas plus, et voilà, ça, le projet, donc là, le vaisseau doit ressembler à quelque chose comme ça. Bon, débrouillez-vous. Et puis donc on commençait par construire une petite maquette, pas tellement plus grande que le dessin. Il venait la regarder. Moyennant quoi, il lui donnait son sceau d'approbation ou de refus, un tampon, littéralement un tampon qu'il mettait dessus pour dire OK ou NG qui veut no good, pas bon. C'était l'un ou l'autre. Mais si c'était OK, ça y est, il nous laissait faire, il ne venait pas nous embêter. Et c'était à nous, à mon équipe, de tout faire de A à pour le coup de A à Z. C'est-à-dire l'armature pour tenir la maquette, tous les aspects électroniques, comment on allait pouvoir filmer l'objet, les couleurs, la peinture, enfin tout. Et puis, de temps en temps, il venait nous voir, ouais, c'est pas mal, bien, ouais, on pourrait changer ça. Mais enfin, il participe lui-même, George se détachait un peu de ça, il nous le confiait essentiellement. Donc c'était vraiment entre nos mains. C'est nous qui nous laissait prendre ces décisions parce que lui, son job, parce qu'il se concentrait surtout sur l'écriture, le scénario, les histoires. Et il s'était dit que bon, si à chacun son métier, lui, il était mieux à faire l'écriture et nous, la réalisation technique de ses idées. The company was divided up into departments, and the key department was the model department because the spaceships were always flying around doing what they have to do. But they have to be able to be held in different positions. So they had armature, they had points, holes in them that would be little panels that would come off. So you could put them in this position or fly them at you or fly them away. So there was a lot of options, and the wiring and everything had to go with that. And so the model shop had to build for every circumstance, whatever might be needed for a shot, and that required a lot of forethought, I guess is the word. And so once we would build the model, we would, and we had multiple models going and many stages going, probably 6 stages and about 30 models going at any one time. And they would be, the people who built the models followed them to the stage and would make the changes. If it's going this way, they might have to mount it a certain way. If it's going this way and flying by a different way. So there was a lot of changing of lighting, changing of mounting points and electronics, and it was a very tedious process to get, and it's all in the dark. There's black curtains everywhere, and we ran 24 hours a day, 2 shifts. It was, we were all hippies with long hair and no social life, basically.
Alors comme je vous l'ai dit, il y avait trois grandes divisions dans la maison. La principale s'occupait effectivement de ces maquettes et il y en avait un paquet parce qu'on a toujours, quand on voit le film, au résultat on voit des vaisseaux spatiaux qui traversent l'espace, mais enfin bon, il faut encore les filmer, il faut encore pouvoir les tenir, les mettre en place sous les angles que l'on veut et ça c'est pas facile. Donc j'ai parlé d'armature qu'il fallait construire, il y avait également des petits points de contact, des petits points par lesquels on pouvait littéralement tenir la maquette dans une certaine position, des petits trous minuscules qu'il fallait mettre à différents endroits stratégiques parce que selon qu'on veuille que le vaisseau aille vers la caméra ou s'en éloigne ou de gauche, enfin bon, il y avait toutes sortes d'options possibles et imaginables auxquelles il fallait penser. Et donc ça supposait également à l'intérieur un travail de câblage assez intense et il fallait, c'est un travail disons de prévoyance, prévoir tous les cas de figure possibles. C'était ça la plus grande difficulté du travail. Et alors bon, on travaillait, alors quand de nouvelles idées arrivaient, quand il y avait des modifications à apporter, il y avait différentes étapes de construction de ces différentes maquettes. À tout moment, on avait peut-être une trentaine de maquettes en construction, avec pour chacune environ, il y avait six en gros des différentes étapes qui étaient à tout moment en train d'être révisées et travaillées. Et puis bon, chaque technicien qui travaillait dessus suivait sa maquette de A jusqu'à Z, enfin, à travers toutes les étapes nécessaires. Et parce qu'à chaque fois, selon les besoins des scènes voulues, il y avait des changements à apporter sur l'éclairage, sur justement les points de contact, sur l'électronique. C'était finalement assez fastidieux hein, comme boulot. En plus, on travaillait dans le noir avec plein de rideaux noirs partout, pas de lumière du jour. On travaillait 24 heures sur 24, deux équipes qui faisaient les 2-12, et c'était une bande de hippies aux cheveux longs et qui n'avaient aucune vie sociale.